auditeurs, recevez nos sincères salutations. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, parlons cinéma, mais parlons du cinéma. Cette vidéo, faite avec amour, portera sur la naissance du cinéma. Nous vous souhaitons à présent un agréable visionnage. Faisons un grand bond dans le passé jusqu'au 19e siècle en 1825. John Ayrton Paris, médecin britannique, commercialisa un jouet optique portant le nom de Thaumatrope. Un jouet que l'on peut facilement fabriquer chez soi et cela à l'aide uniquement de disques en papier et de ficelles. Le principe est très simple, dessinez par exemple un oiseau sur une face et une cage sur l'autre, tournez le disque à une vitesse suffisante et magie, votre oiseau se retrouve dans sa cage. Bien que le premier thaumatrope créé par l'homme date de l'ère paléolithique, et oui, on ne le saura d'ailleurs qu'en 1868, ce fut en 1825 que ce jouet optique s'est fait connaître. Il intriguera d'ailleurs de nombreux scientifiques, notamment le physicien et mathématicien belge Joseph Plateau, connu pour ses recherches sur la persistance rétinienne, qui est, sans trop partir sur les détails, un phénomène nous donnant l'illusion du mouvement à partir d'une succession d'images. Les recherches de Plateau l'ont d'ailleurs poussé un jour à regarder le soleil assez longtemps, afin de mettre à l'épreuve la résistance de sa rétine face à une lumière forte. Le pauvre perdit la vue durant plusieurs jours et devint définitivement aveugle quelques années plus tard. Mais bien avant le drame, Plateau inventa un nouveau jouet optique, justement basé sur la persistance rétinienne, qu'il baptisa le phénakistiscope. D'autres inventions utilisant à peu près le même principe verront le jour, comme le zootrope de William George Horner, ou encore le fameux praxinoscope d'Émile Reynaud. Cette dernière invention permit d'ailleurs à son auteur de projeter sur grand écran les premiers dessins animés de l'histoire, les pantomimes lumineuses, devant un public dans une salle obscure, et cela depuis 1892. Reynaud appelait cela du théâtre optique. Puis un peu plus tard naquirent de nouveaux appareils, remplaçant les dessins par des photographies, conçues cette fois-ci dans un but scientifique. On parlera de chronophotographie, désignant une technique qui consiste à prendre une succession très rapide de photographies permettant de décomposer les mouvements humains ou animaux. Pour en apprendre un peu plus sur le sujet, laissez-moi vous parler de l'année 1872, avec la polémique du cheval au galop. Depuis des siècles, les peintres représentaient les chevaux au galop avec leurs quatre pattes en extension au-dessus du sol, comme le montre par exemple le tableau de Théodore Géricault. Sauf que pour le médecin et physiologiste français Étienne Jules Marais, ce n'est que faribole. Puis intervint le photographe britannique Edward Muybridge qui, grâce à une méthode photographique, mit fin au débat en 1878, affirmant que Marais avait raison, qu'effectivement, le cheval au galop n'a à aucun moment ses quatre pattes en l'air en phase d'extension, et qu'il ne touche pas le sol seulement lorsqu'il regroupe ses jambes juste dessous son ventre. Et c'est peu après que Marais et Muybridge mettent conjointement au point la chronophotographie. Puis arriva Louis le Prince. Initié à la photographie par Louis Daguerre, un des pionniers de la technique, Louis-Aimé Augustin le Prince s'est intéressé à la chronophotographie en 1881. C'est durant cette période qu'il fabriqua un appareil photographique équipé de 16 objectifs, donnant des résultats, disons, peu satisfaisants, pour ne pas dire nuls. Mais le prince perfectionniste qu'il était améliora ses inventions, puis mit au point en 1888 un nouvel appareil muni cette fois-ci d'un seul objectif. Et je pense que nous pouvons le dire haut et fort, Louis le Prince vient d'inventer la première caméra de l'histoire. Et c'est avec cet appareil qu'il réalisera une petite poignée de petits films, le plus connu étant une scène au jardin de Roundhay, son premier essai de film tourné en Angleterre. C'est alors qu'une nouvelle aventure commença pour Louis le Prince. Il prit donc ses jambes à son cou, monta à bord d'un train pour Paris en septembre 1890 et disparut mystérieusement sans laisser la moindre trace. Mais quelque part en Amérique en 1891, un célèbre scientifique américain du nom de Thomas Edison fabriqua, aux côtés de William Kennedy Laurie Dixon, un appareil similaire à la caméra de Louis le Prince, mais fonctionnant à l'aide d'un moteur électrique, le fameux kinétographe, considéré comme la vraie première caméra de l'histoire. Ouais. Le seul problème avec cet appareil, c'est qu'il n'a pas été fabriqué pour aussi projeter des images qu'il a filmées. Mais Hakuna Matata, comme dit la chanson, Edison et Dixon mirent également au point le kinétoscope, qui n'était pas un projecteur, mais une sorte d'énorme boîte équipée d'un œilleton à travers lequel une personne uniquement pouvait visualiser un petit film de quelques secondes. Ce dispositif connut un véritable succès aux États-Unis, entraînant l'ouverture au public de nombreuses salles de kinétoscope. Et arrive l'an 1895. Cette année-là, un célèbre duo français fait son apparition. Mesdames, messieurs, parlons maintenant des fameux frères Auguste et Louis Lumière. Nés à Besançon, dans ce bâtiment, les frères Lumière grandiront à Lyon où ils fabriqueront un nouveau type de caméra largement plus évolué que le kinétographe, le cinématographe.
C'est d'ailleurs le premier appareil capable d'être utilisé à la fois comme caméra et projecteur. Auguste et lui profitèrent de leur invention en réalisant quelques petits films, dont les plus connus sont la sortie de l'usine Lumière à Lyon, leur premier film, Le repas de bébé mettant en scène Auguste Lumière lui-même, aux côtés de son épouse Marguerite et de sa fille André, et bien sûr un de leurs plus grands succès, Le jardinier et le petit espiègle, plus connu sous le titre de L'arroseur arrosé. Ce dernier est connu à tel point que le terme arroseur arrosé est devenu au fil du temps une expression désignant une personne prise à son propre piège. Bref, ces films connaîtront leur première projection publique le 28 décembre 1895, boulevard des Capucines à Paris. Et vous l'avez sans doute noté, je ne vous ai pas encore cité un des plus grands succès des Frères Lumière, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Normal puisque le film ne sera diffusé pour la première fois au grand public que l'année suivante, en 1896. Certes, un petit mois plus tard. D'ailleurs, ce petit film a laissé derrière lui une petite anecdote que vous connaissez sans doute. Durant sa projection, les spectateurs étaient disons terrifiés, on sursautait à vrai dire, pensant que l'avant du train sortant du cadre allait leur rouler dessus. On raconte d'ailleurs que ces pauvres gens seraient carrément sortis de la salle en panique. Sauf que moi je n'y crois pas. Le cinématographe fascina très vite de nombreux spectateurs. Voir ces images animées sur grand écran était à l'époque considéré comme une nouvelle forme de magie. Et en parlant de magie, un des premiers admirateurs, l'illusionniste français Georges Méliès, s'intéressa de très près à la fameuse caméra et demanda aux Lumières de lui en vendre une. Mais persuadé que leur appareil n'avait aucun avenir commercial, ils l'en dissuadèrent. Mais Méliès, très confiant, souhaitant avant tout vendre du rêve, ne baissa pas les bras. Toujours en 1896, il commença à réaliser un petit film d'1 minute intitulé Une partie de cartes, qui est à la fois une parodie de Partie d'écarté, un film de Louis Lumière sorti la même année, et un film que l'on peut qualifier de premier remake du cinéma. Puis, quelque temps après, Méliès réalisera d'autres petits films beaucoup plus originaux, mariant le cinéma et le spectacle. C'est alors que sortent les premiers films à effets spéciaux, des films utilisant des trucages tels que le fondu enchaîné, la surimpression, le changement de taille de personnage ou encore l'arrêt de caméra, certes déjà employé pour la première fois dans le film L'exécution de Marie, reine des Écossais, sorti en 1895. Georges Méliès ne cessa de faire rêver son public, et c'est en 1902 qu'il travailla sur un projet ambitieux, considéré encore aujourd'hui comme son plus grand chef-d'œuvre, le premier film de science-fiction de l'histoire, adapté d'un fantastique bouquin de Jules Verne. Vous l'avez deviné, je parle bien sûr du Voyage dans la Lune. Et c'est avec ce film que Méliès finit par prouver à ses spectateurs, y compris aux Frères Lumière, que le cinéma a bel et bien de l'avenir. Voilà, je viens de vous présenter un très grand résumé de l'histoire du cinéma du milieu du 19e jusqu'au début du 20e siècle, et dans tout ce joyeux bordel, une question se pose. Qui a inventé le cinéma ? La question paraît évidente, beaucoup auraient répondu avec fierté les Frères Lumière, mais après tout ce que je viens de vous raconter, avouez que vous avez quelques doutes. Certes, les Frères Lumière ont inventé le cinématographe, pour rappel, l'appareil permettant de filmer et de projeter des images animées, mais ce n'est pas parce qu'il y a marqué cinéma que forcément ils ont inventé le cinéma. Si on partait dans cette logique-là, pas de bol, ce ne serait pas eux, mais Edison et Dickson qui nous viendraient à l'esprit, étant donné que leur appareil porte le nom de kinétographe, et que kiné vient de kinéma qui veut dire cinéma en grec. Essayons de ne pas trop mélanger les pinceaux et de se mettre d'accord sur un point. Oui, Auguste et Louis Lumière ont eu un grand rôle dans l'histoire du cinéma, mais ils doivent leur énorme succès à leurs prédécesseurs, Edison et Dickson, Le Prince, Muybridge, Marais, Reynaud, tous de grands inventeurs s'étant intéressés de très près à l'image animée, que ce soit dans un cadre scientifique ou artistique. Tous des inventeurs du cinéma. On peut même aller plus loin, aussi considérer Georges Méliès comme un nouvel inventeur du cinéma. C'est quand même lui le père des effets spéciaux. Avec ses films utilisant des trucages, on passe des petites scènes de la vie quotidienne aux films fantastiques, un tout nouveau genre cinématographique qui nous vend du rêve. Puis plus tard, le cinéma ne cesse d'être réinventé, avec par exemple l'apparition de la couleur en 1901, oui, 1901, je me suis pas trompé, avec les premiers essais du photographe Edward Turner, l'apparition du parlant ayant effrayé de nombreuses stars du muet, les premiers films en 3 dimensions, bref, le cinéma évolue, change avec le temps. Ce qui m'amène à une autre question que beaucoup de gens se posent, et cela depuis des années, quand le cinéma est-il né ? Déjà, comment peut-on être sûr que le cinéma a une date de naissance ? Cela voudrait donc dire qu'il a également une définition exacte. Pour être honnête, je ne la connais pas. Encore une fois, le cinéma ne cesse de changer, d'être réinventé, et en conclure une définition est selon moi très épineux, et donc lui trouver une date de naissance dite officielle voire définitive est une véritable quête du Saint Graal. On dira ce qu'on voudra, le vrai cinéma, entre guillemets, si j'ose l'appeler ainsi, est peut-être né à l'époque des Frères Lumière, ou peut-être même avant, jusqu'au premier thaumatrope créé par l'homme, en passant par les recherches de Plateau ou de Muybridge, ou peut-être même après, ou peut-être même qu'il n'est jamais né. Nous ne le saurons jamais. Mais ne partons pas trop loin, partons du principe que le cinéma est bien né. Nous avons tous un film préféré, un film que l'on déteste, des films que l'on trouve bons et d'autres que l'on trouve mauvais. Exemple, dites bonjour à Alexis, Ruben, Antonin, Thibaut et Jean-Baptiste. On ne va pas leur demander leur film préféré, mais le meilleur film de tous les temps.
Pour Alexis, Ordet de Karl Theodor Dreyer, pour Ruben, Star Wars l'Empire contre-attaque d'Irving Kushner, pour Antonin, Le Tango de Satan de Bellatar, pour Thibaut, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, et pour Jean-Baptiste, Pulp Fiction de Tarantino. 5 films différents, donc 5 avis différents. Qui a raison, qui a tort? La réponse est évidente. Personne. 2001, l'Odyssée de l'espace est le meilleur film... Non, je déconne. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, chacun a sa propre vision du cinéma. Une vision différente par rapport à d'autres, mais une vision quand même. À partir de vos propres connaissances cinématographiques, de films que vous avez vus, ajoutons à cela la façon dont vous les avez interprétés, si vous considérez tel film comme le meilleur film de tous les temps, que l'on soit d'accord ou non, vous vous êtes alors forgé une définition particulière du cinéma. Et à partir de votre propre définition, rien ne vous empêche de penser ou de proposer une date de naissance. Et c'est là que je vous reformule la question principale, quand le cinéma est-il né pour vous ? Peut-être que pour vous, le cinéma est né durant la période des Lumières, peut-être qu'il est né depuis la polémique du cheval au galop, ou même depuis que Plateau ait perdu bêtement la vue. Je ne peux pas répondre à votre place, vous avez votre propre vision du cinéma. Libre à vous de l'interpréter. Cette vidéo est à présent terminée, nous espérons qu'elle vous a plu. Un grand merci à la ville de Besançon pour sa collaboration, de nous avoir permis de réaliser cette vidéo. Sur ces belles paroles, chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de prochaines vidéos.